Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu sur votre chaîne ESPTP Channel. Aujourd'hui, on va voir dans ce tutoriel comment vérifier et contrôler le bon exécution d'une installation de sonorisation. Premièrement, il faut exiger une étude technique faite par un bureau d'études et la faire viser par un bureau de contrôle et puis faire approuver par l'administration. Et pour voir une idée sur cette étude technique, on a à titre d'exemple une partie d'un plan de sonorisation avec sa légende. Et d'après cette légende de sonorisation, on a des haut-parleurs plafonnés placés au faux plafond de l'amphithéâtre avec une interdistance en en axe X à peu près 6 mètres et en axe Y à peu près 3,5 mètres et placé au-dessus des chaises des spectateurs. Les enceintes de façade placées verticalement sur les murs profil de l'amphithéâtre et se diriger vers les spectateurs. L'interdistance entre les enceintes à peu près 15 mètres et l'écran de projection doit être motorisé et alimenté en électricité via un câble de 4 fois 1 mm² ou bien 4 fois 1,5 mm². Cet écran dont la longueur 4 mètres et largeur 3 mètres, placé sur mur en face des spectateurs, avec niveau supérieur de l'écran à 4 mètres au-dessus du sol de la scène. À cette hauteur de 4 mètres, on peut trouver le vidéoprojecteur qui est s'éloigné de l'écran de projection avec une distance de 9 mètres. Et on a aussi deux écrans de rappel plasma 55 pouces, chaque écran placé au-dessus des portes d'entrée de l'amphithéâtre et se diriger vers la scène. Il y a deux enceintes de rappel placées à environ 5 mètres par rapport à l'écran de projection et se séparer par une distance de 6 mètres et se diriger vers le centre de la scène. Cette étude doit être approuvée, contient aussi, à titre d'exemple, un schéma de principe de sonorisation et comme vous voyez, et d'après la légende de ce schéma, on a atténuation de son qui sert à diminuer ou augmenter le volume de son vers les haut-parleurs. Et d'après ce schéma, on a aussi des équipements installés dans un rack de 19 pouces de sonorisation puisqu'elle contient un préamplificateur qui sert d'amplifier la tension placée entre la source de son et l'amplificateur de puissance. Et on a aussi comme équipement un égaliseur graphique qui compose de plusieurs filtres, par exemple, filtre de largeur de bande de son qui couvre tout le domaine des fréquences audibles. Ce rack contient aussi un tuner FM qui sert à convertir les signaux captés par une antenne sur la bande de fréquence FM en signaux audio et contient aussi un lecteur de 5 CD ou bien un lecteur de DVD ou un lecteur de USB. Il y a aussi amplificateur qui sert à augmenter l'amplitude de son et on a aussi un pupitre d'appel pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Voilà. Deuxièmement, il faut vérifier si les exigences au niveau sonore dans les locaux à sonoriser sont respectées, puisqu'on peut vérifier le niveau sonore pour le local à sonoriser via un appareil qui s'appelle sonomètre. C'est un instrument de mesure de l'intensité des bruits en décibels. Et parmi les exigences sonores, la correspondance entre la puissance ou la pression acoustique max de chaque instrument musical avec la sensibilité d'enceinte exprimée en décibels et mesurée à 1 mètre et avec un watt électrique pour reproduire à un niveau réaliste
un instrument comme l'orgue, il faut 3802 watts avec une enceinte de 87 décibels de sensibilité testée à 1 mètre et avec un watt de puissance. Il en faut encore 1901 watts pour une enceinte de 90 décibels par watt par mètre. Il en faut aussi 950 watts pour une enceinte de 93 décibels par watt par mètre et 475 watts pour une enceinte de 96 décibels par watt par mètre, etc. Et de même façon, de lecture sur ce tableau, on peut déterminer la sensibilité des enceintes pour un orchestre selon la puissance électrique nécessaire d'orchestre pour obtenir la pression acoustique réaliste maximum, soit 130 décibels ou 66,5 watts. Et pour plus d'infos sur la nuisance sonore, on a cette flèche qui représente l'échelle de bruit en décibels depuis le vent légère, dont 20 décibels et chambre à coucher 30 décibels jusqu'à le restaurant scolaire, dont 85 décibels qui représente le seuil de risque et 90 décibels qui représentent aussi le seuil de danger, puis 120 décibels seuil de la douleur. Et enfin, l'avion au décollage dans 140 décibels. Et pour voir les limites acceptables d'exposition au bruit pour une oreille normale, je vous invite de voir ensemble ce tableau qui détermine le niveau sonore et la durée maximale d'exposition par jour, supposons qu'on a dans un restaurant scolaire dans 85 décibels de niveau sonore, ce qui signifie d'après ce tableau que la durée maximale qu'on peut rester dans ce restaurant, c'est 8 heures par jour pour une oreille normale, bien sûr. Et supposons qu'on a dans un boulevard plein de klaxons dans 95 décibels, ce qui signifie, d'après le tableau, que la limite acceptable de rester dans l'endroit de la klaxon, c'est entre supérieur à 30 minutes et inférieur à 1 heure. Donc, il faut utiliser le sonomètre pour déterminer le niveau sonore afin de fixer la durée max d'exposition. Voilà. Troisièmement, il faut exiger la conformité des équipements, à savoir source centrale, l'ensemble des micros et régies de mixage par rapport au CPS. Et parmi les équipements, on a table de mixage qui permet de combiner ou mixer des signaux sonores, et on a aussi enceinte professionnelle, c'est un transducteur électroacoustique destiné à produire des sons à partir d'un signal électrique. Il est en cela l'inverse du micro. On a aussi amplificateur professionnel qui sert à amplifier l'amplitude de son et la tension. Et parmi les équipements à voir sa conformité avec le CPS, on a aussi plusieurs sortes de micros. Et à titre d'exemple, on a micro de studio et poste de conférence. C'est un poste de discussion président avec micro en col de 6 gants, court et contient aussi un bouton de priorité pour le micro du président. Il permet aussi de désactiver temporairement ou en permanence des autres unités déléguées. Et on a aussi écouteurs plutôt non, on a aussi des écouteurs stéthoscopiques. Il est très idéal pour la transmission du son et caractérisé par une liberté de mouvement dans un périmètre pouvant plutôt atteindre
Les 80 mètres à titre d'exemple est caractérisé aussi de transmettre du son à travers les murs et les plafonds. Il y a aussi plusieurs caractéristiques de se développent avec les besoins. Quatrièmement, il faut procéder aux essais électriques en vue du récepteur, tels que mesure de l'isolement des installations et mesure d'équilibrage du haut-parleur et contrôle du calibre des dispositifs de protection, puisque on peut mesurer l'isolement via l'appareil de mesure de l'isolement. Voilà quelques exemples de tests d'isolement, puisque le premier exemple concerne la mesure d'installation sur une installation électrique. Le deuxième concerne si on a une machine tournante. Le troisième cas, si on a un appareil et un moteur électrique. Voilà. Pour réaliser l'équilibrage des haut-parleurs, on branchait un filtre aigu avant le haut-parleur tweeter et on branchait le filtre médium avant le haut-parleur médium et on branche le filtre basse avant le haut-parleur woofer. Cinquièmement, il faut exiger des documentations et notices techniques pour chaque équipement entré dans l'installation de sonorisation. Voilà. Et sixièmement, il faut assurer une formation technique du personnel à propos de l'utilisation de sonorisation installée. Septièmement, il faut exiger un contrat d'entretien de tous les équipements de sonorisation. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de poser vos remarques et vos recommandations et même vos questions dans la case des commentaires. Et n'hésitez pas de liker. Et pour plus d'infos, abonnez à la chaîne ISBTP Channel. Merci mille fois et à la prochaine vidéo. Au revoir.